Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info si vous nous rejoignez. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 9 mai, riche en événements. Le Yacht Club de Monaco est en fleurs, le 57e concours international de bouquets s'est ouvert ce matin. Une de nos équipes a filmé les préparatifs. Autre concours, plus de 1300 chiens de race sont réunis ce week-end à l'exposition canine internationale de Monaco. Sous le chapiteau de Fontvieille, nous rejoindrons la présidente de la société canine, Mélanie Antoinette de Massy, organisatrice de l'événement. Nous irons ensuite au Grimaldi Forum où Jérémy Frérot a poursuivi sa tournée. Le chanteur sera notre second invité. Et puis dans la chronique US, nous nous intéresserons à la renaissance de la langue française en Louisiane, État historiquement francophone. De la couleur, des parfums et beaucoup de créativité, le 57e concours international de bouquets s'est ouvert aujourd'hui au Yacht Club de Monaco. Fondé par la princesse Grace, l'événement rassemble les passionnés d'art floral pour confectionner les plus belles compositions autour du thème cette année céleste. Théo Schumer et Julien Laugier ont eu accès aux coulisses ce matin. Voyez leur reportage. Céleste, c'est le thème choisi par le Garden Club de Monaco pour la 57e édition de son concours international de bouquets. Un univers assez large pour permettre aux 82 participants de révéler toute leur créativité. Celeste inteso come infinito, come bellezza. È la bellezza del cielo, è il mistero delle stelle, è la luce della luna e del sole. Quindi siamo molto contenti, è un tema che è molto piaciuto. Et avremo delle bellissime composizioni. De belles compositions, c'est le moins que l'on puisse dire. Les participants, professionnels et amateurs, ont commencé à 7h30 du matin sur le pont supérieur du Yacht Club, transformés en véritable serre pour l'occasion et ont 3 heures pour composer librement leur bouquet. Un seul thème leur est soumis, découpé en plusieurs sujets, comme l'éclipse, dîner sous les étoiles ou encore les aurores boréales, sujet traité par Marie-Alice, professeure d'art floral à Colomar, qui a soigneusement choisi ses fleurs en rapport. Le choix a été difficile parce que les aurores boréales, vous en avez des vertes, vous en avez il y a du rose, il y a du mauve. Moi j'ai opté pour le mauve parce que j'aime beaucoup cette couleur. J'ai pris des campanules, vous savez ces petites fleurs bleues, des scabieuses. Et pour l'instant je pense que c'est tout ce que je vais utiliser parce que je ne veux pas trop charger pour donner un peu cette force. Et ensuite j'ai pris des œillets verts parce que je veux donner une petite touche de couleur avec justement ce petit feuillage, le fusain. Particularité de ce grand concours, les enfants participent aussi. 24 inscrits âgés de 6 à 14 ans composent quant à eux sur le sujet du soleil et tous n'ont rien à envier au talent des adultes. Ils s'en sortent très bien et ils débordent d'imagination, ils sont passionnés, aussi bien garçons que filles, et ça c'est magnifique. L'après-midi, 2 jurys départageront les compositions, un jury spécial présidé par Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, et un jury international occupé par des spécialistes de l'art floral. Une chose est sûre, la concurrence est rude. Le verdict est attendu ce soir, rendez-vous donc demain pour connaître les lauréats. Qui va succéder à Simba, ce Basenji sacré l'année dernière lors de l'exposition canine internationale de Monaco? Réponse demain. Actuellement, sous le chapiteau de Fontvieille, les plus beaux compagnons à 4 pattes sont examinés de près par un jury d'experts. Nous accueillons tout de suite la présidente de la société canine. Bonsoir Mélanie Antoinette de Massy. Bonsoir à vous. Merci de nous accorder cette interview à l'occasion de cette nouvelle exposition canine. Quelles sont les races à l'honneur cette année? Alors nous en avons 4, nous choisissons toujours 4 du même groupe. Aujourd'hui ça tombe le samedi. Ce sont des races comme le bichon frisé par exemple, que nous essayons de mettre à l'honneur. Le caniche aussi évidemment, que vous avez peut-être pu découvrir sur le timbre. Chaque année nous avons un timbre de la Principauté de Monaco qui met en valeur une des 4 races que nous avons sélectionnées. Donc cette année c'est le Canis Royal qui est sur le timbre et qui seront présentés cet après-midi sur le ring d'honneur. Comme à chaque édition, des juges internationaux ont fait le déplacement. Qui sont ces membres du jury? Alors nous en avons 9 car le matin sur le jugement des races, ça se passe sur 9 rings, donc 9 juges. Nous en avons 2 d'Italie, 2 d'Espagne, une d'Afrique du Sud, il y a un Roumain également. Et donc ils sont ravis d'être ici, ils passent pour l'instant du moins de très bons moments. Ils m'ont déjà tout à l'heure dit que la qualité des chiens
sur notre expo et particulièrement cette année était tout à fait extraordinaire. Donc ils sont vraiment très heureux de pouvoir être en principauté. Il y a notamment le juge Romain qui me disait hier à son arrivée qu'il était venu juger la première et dernière fois en principauté il y a 21 ans, quand il y avait encore ma grand-mère, la princesse Antoinette. Et il me disait que pour lui, c'est vraiment une des expositions et une des sociétés canines les plus importantes du milieu cynologique. Et que déjà dans les années 30 et les années 60, il y avait eu des assemblées générales de la Fédération cynologique internationale en principauté et que beaucoup des règlements qu'il y a encore aujourd'hui ont été décidés lors de ces assemblées générales ici en principauté et que pour lui c'est toujours un bonheur et un plaisir de revenir chez nous sur notre expo. Et justement, sur quels critères les chiens sont-ils notés ? Alors chaque race a des critères bien définis. Pour ces juges, ça correspond à des années et des années d'études. Plus d'une dizaine d'années pour être un juge all-rounder, ça veut dire un juge qui peut juger absolument toutes les races. Ce qui est important parce que sur le Best in Show par exemple, vous allez avoir des chiens de n'importe quelle race, vous allez avoir les 10 meilleurs de groupe. Donc les 10 meilleurs de groupe ont été meilleurs de leur race. Et par exemple, cette année sur l'expo, nous avons 1358 chiens de 258 races différentes. Donc il peut y avoir 10 de n'importe quelle de ces 258 races. Évidemment correspondant aux 10 groupes, vu que les races sont séparées dans 10 groupes. Et donc le juge doit connaître absolument tous les critères de chaque race. Et donc c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir avoir des juges internationaux du niveau que nous avons cette année. Et Monaco n'est pas seul à distinguer les plus beaux chiens. Est-ce qu'à l'instar du tennis, il y a un circuit de grands concours et la principauté en fait partie ? Oui, absolument. C'est le circuit de la Fédération cynologique internationale. Donc c'est comme les circuits sportifs. Par exemple, c'est pas nous à Monaco qui décidons des règlements ou même des dates de notre expo. C'est vraiment un circuit et ce sont des chiens professionnels et des handlers. C'est-à-dire les personnes qui présentent les chiens sont des professionnels. Ils font ça toute l'année. Ils vont d'expo en expo. Et notre expo est une des plus reconnues en termes de diplômes. Alors si je peux faire un comparatif avec le tennis, en fait l'expo la plus importante au monde c'est Crofts, qui est l'équivalent de Wimbledon en tennis. Et nous, notre expo serait l'équivalent de notre Masters 1000. Sauf qu'il y aurait peut-être plus de l'équivalent d'un Masters 1000 d'expo dans le monde. Mais nous sommes vraiment une des expos les plus reconnues, les plus respectées et un des diplômes les plus recherchés. Voilà, donc il ne faut absolument pas rater l'événement. Merci beaucoup Mélanie Antoinette de Massy d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Ce matin, l'Académie Régnier III ouvrait ses portes au public. Visiteurs et familles ont découvert les enseignements de musique et de théâtre proposés par l'établissement à travers des démonstrations, des concerts et des rencontres avec les professeurs. Aujourd'hui, c'était donc l'occasion de tester et parfois de se découvrir une passion. Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus. Et là, à 6 ans, son papa est musicien, mais aujourd'hui, c'est avec sa maman qu'elle est venue découvrir les instruments. Son père fait de la guitare, donc on teste la guitare, mais on va tester aussi d'autres choses pour qu'elle puisse découvrir. Finalement, cette future musicienne s'éloigne doucement des pas de son père. Qu'est-ce que tu as préféré là aujourd'hui ? Le piano. C'est parce que le piano, c'est plus doux que la guitare. Au piano, justement, Bastien a 11 ans, totalement autodidacte, il joue déjà avec aisance. Mais venir à l'académie lui permettrait d'aller plus loin, de structurer sa pratique et de se perfectionner auprès de professionnels. Je trouve que c'est un instrument essentiel dans, par exemple, un orchestre. C'est très beau à jouer, c'est très beau à entendre, à écouter. Toucher, écouter, souffler, ici chacun découvre les instruments à sa manière et parfois au détour d'un essai, une véritable passion, secret. J'aime bien le son, même si c'est un peu fort. La rencontre humaine avec le professeur qui s'entremêle à la découverte musicale reste souvent la clé du déclic. Cet apprentissage s'inscrit néanmoins dans un cadre exigeant et structuré. A priori, quand on est dans un cursus diplômant,
Les enfants viennent 3 fois par semaine, c'est-à-dire qu'il y a un cours de formation musicale, un cours d'instrument et un cours de pratique collective. Donc c'est un engagement qui n'est pas neutre. Faire de la musique, il faut avoir toute cette complémentarité éducative pour arriver à être un musicien. Chaque année, 63 professeurs encadrent près de 850 élèves dans un établissement où les couloirs résonnent en permanence au rythme des notes de musique. Beaucoup de monde également du côté du Grimaldi Forum où Top Marque bat son plein. Le salon réunit les supercars les plus exclusives et met en avant les marques les plus célèbres. Zoom aujourd'hui sur les outils Facom. Ils composent les servantes d'outillage présentes dans les ateliers et les circuits. Les précisions de Vanessa Dessy sur les images de Camille Caloni. Né au lendemain de la guerre, Facom s'impose rapidement comme une référence de l'outillage professionnel en Europe. Des ateliers automobiles aux chaînes aéronautiques, Facom bâtit sa réputation sur la précision et la durabilité. C'est une très belle marque française qui est née en 1918. Alors Facom, c'est assez drôle parce que c'est un acronyme. C'est franco-américaine de construction d'outillage mécanique. C'est une société française qui, dans son histoire, une centaine d'années après, a été repris dans un giron de groupe, un groupe international qui est le groupe Stanley Black & Decker. Ce groupe a aujourd'hui en sa possession d'autres marques iconiques, telles que DeWalt ou telles que Stanley. C'est une marque française, c'est une marque d'un industriel français, et c'est une marque en fait qui s'adresse à des professionnels et qui est plutôt une marque multispécialiste. Dans les ateliers comme sur les paddocks, les servantes d'outillage incarnent l'efficacité en mouvement. Robustes, modulaires, elles concentrent l'essentiel du geste technique à portée de main. Les modèles équipés d'outils Facom sont devenus des références. Une servante sur mesure a été spécialement conçue pour le pilote Esteban Ocon. Alors Esteban est un ambassadeur de la marque, passionné depuis tout petit dans l'environnement, ou bercé depuis tout petit dans l'environnement de la mécanique automobile à travers son papa. Esteban aujourd'hui a une servante qui lui est propre. Cette servante-là, elle reprend les codes de la performance, elle reprend les codes de la précision du monde de la Formule 1. Elle reprend tout simplement le mélange de ce qu'est la qualité effectivement d'un grand pilote de Formule 1 associé à celui d'un industriel et d'un constructeur qui prend les outils de cet industriel pour les transformer en une servante unique. Au fil des décennies, la servante s'impose comme le cœur battant de l'atelier, symbole d'organisation et de rigueur. Associée au savoir-faire de Facom, elle dépasse le simple rangement pour devenir un véritable outil de performance. Les préparatifs ont commencé. Dans un an, en mai 2027, la Principauté accueillera la 21e édition des Jeux des Petits États d'Europe. À l'approche de ce grand rendez-vous sportif qui réunira 9 pays, les représentants des comités nationaux olympiques de ces États étaient à Monaco pendant 2 jours. Voyez ce sujet de Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. Du 17 au 23 mai 2027, Monaco accueillera pour la 3e fois de son histoire les Jeux des Petits États d'Europe. Des athlètes venant de 9 pays, Monaco donc, mais aussi Andorre, Chypre, l'Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, le Monténégro et San Marin s'affronteront pendant une semaine. Pour préparer au mieux l'événement, les présidents, secrétaires généraux et membres de la commission technique de ces 9 comités nationaux olympiques étaient réunis en principauté pendant 2 jours. Aujourd'hui, c'était l'Assemblée générale, un an avant les Jeux. C'est très important de se retrouver aussi entre petits pays parce qu'on a toujours un peu les mêmes problématiques et on vit un peu les mêmes choses. Et pour nous, c'est vraiment pour les petits États, c'est le plus grand événement. C'est là où on a les plus grandes délégations. Donc pour nous, c'est un peu le sentiment des Jeux olympiques. On part toujours avec des grandes délégations. Donc ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, du coup, on a un peu discuté des avancements sur les Jeux de Monaco, mais aussi faire la prévision sur les Jeux qui auront lieu au Luxembourg en 29. On a fait un peu le point là-dessus et sur les sujets qui restent ouverts comme le financement et d'autres, les cérémonies d'ouverture par exemple. Les délégués de la commission technique ont aussi pu visiter tous les sites qui accueilleront les différentes épreuves, l'occasion de poser leurs questions et prendre le maximum d'informations pour préparer leurs équipes. Pour les Jeux des Petits États d'Europe, le pays organisateur ajoute plusieurs sports de son choix aux disciplines obligatoires présentes à chaque édition.
Nous avons proposé évidemment la voile, parce que c'est notre pays qui est au bord de mer et qui se justifie pleinement. Nous avons maintenu les boules parce que c'est assez traditionnel. Et puis nous avons ajouté le water polo, qui ne figurait pas, qui est une des disciplines de la natation, donc qui ne compte pas comme un sport nouveau. Et enfin, la gymnastique, qui ne se pratique pas toujours. Et nous, garçons-filles, donc ça, c'est vraiment très important. Parmi les décisions prises lors de cette assemblée générale, l'ajout du golf pour ces Jeux à Monaco, une belle façon de rendre hommage à maître Henri Rey pour le retour des JPEE en principauté. Il a transporté le public du Grimaldi Forum hier. Jérémy Frérot était en concert à Monaco. L'artiste révélé dans The Voice avec Flo Della Vega poursuit une brillante carrière en solo depuis maintenant 10 ans. Le chanteur est en duplex avec nous. Bonsoir Jérémy Frérot. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous vous êtes produit au Grimaldi Forum. C'était votre première fois ici à Monaco ? Est-ce que c'était ma première fois ? Non, c'était pas ma première fois, pas du tout. J'y ai joué quelques fois avec les Frérots de la Vega et seul. Donc je commence à être un petit habitué. Et vous avez interprété les chansons de votre dernier album, Gamin des Sables. Qu'est-ce qui a été votre source d'inspiration dans la création de cet album ? Ma source d'inspiration dans cet album, ça a été mes enfants particulièrement. Ça a été les voir grandir pendant 2 ans où j'ai écrit l'album sur le bassin d'Arcachon, où moi-même j'ai grandi. Donc ça a créé un peu de nostalgie chez moi. Et puis toute la poésie qui émane du bassin m'a aussi aidé à pouvoir écrire des chansons. Et dans votre musique, de manière générale, vous abordez des thèmes sensibles comme celui de l'écologie. Le respect des océans aussi, c'est important pour vous. Pourquoi est-ce que vous y êtes aussi sensible ? Est-ce que c'est parce que justement vous vivez au bord de l'Atlantique ? Bah oui, je pense que c'est pour ça, de voir l'océan évoluer, de voir les déchets arriver sur les plages de plus en plus en 36 ans maintenant. Ouais, ça peut me toucher. Je peux voir évoluer tout ça, et donc ça me. J'ai envie de diffuser un certain message, notamment avec Surfrider Foundation, avec qui je suis ambassadeur, et j'essaye de dire aux gens d'être un peu plus sensibilisés à cela. Oui, vous vous sentez quelque part, vous vous sentez militant par la chanson ? Vous avez un rôle à jouer. Par la chanson, mais même pour moi-même, pour mes enfants. Voilà, je pense que c'est un peu le délire du colibri, quoi. Je mets ma petite goutte dans le feu et j'essaie de faire ma part. Le public vous a découvert en duo. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que vous poursuivez votre carrière en solo avec brio. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite ? Que le public soit encore au rendez-vous, que je sois toujours aussi inspiré, que je prenne autant de plaisir, que je m'y retrouve. Mais j'ai encore quand même beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, et donc pour l'instant, j'ai pas peur, quoi. Je sens que l'avenir va être assez agréable. Est-ce que vous pouvez déjà nous dévoiler un de vos futurs projets ? Mon futur projet risque d'être assez familial. Ah. Petit indice. C'est un indice. Merci beaucoup, Jérémy Frérot, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Direction à présent la Louisiane, où le français renaît de ses cendres. Longtemps discriminé, notre langue séduit de plus en plus d'élèves dans cet État américain historiquement francophone. À la Nouvelle-Orléans, une grande école portée notamment par l'entourage du consul de Monaco participe à ce renouveau. Le reportage sur place de Bastien Bory. Dans les entrebâillements, la langue française ne se chuchote plus. Elle semble retrouver sa pleine voix, portée ici par les 450 élèves de cette école d'immersion bilingue de la Nouvelle-Orléans, où le nombre d'inscrits a doublé en 10 ans. Dans le futur, je veux être un vétérinaire. Et puis, ma maman veut que je aille au collège, à l'université dans France. Et je pense que ça serait très bon de parler français et de garder ma langue française et de ne pas juste le jeter si je juste
reste en Amérique et je parle anglais toute ma vie. Ce que mes parents disent, c'est ma maman a appris l'espagnol quand elle était très jeune, car ses parents voyageaient tout le temps. Et elle voulait que je puisse parler une langue que, comme dans Louisiane, c'est Cajun et tout ça, ils parlent français, mais elle voulait vraiment que ça ouvre beaucoup d'opportunités de voyager, de parler avec des personnes qui ont une différente vue de la vie et de la vie, tout ça. Homologuée par l'État français, cette école en a également apporté les méthodes d'enseignement faites de nuances et de structures de la maternelle au collège, où le corps professoral, venu de France et d'autres pays francophones, est sélectionné par le Conseil pour le développement du français en Louisiane, dit CODOFIL, créé en 1968. Il y a aussi un attachement important, je pense, à l'enseignement à la française, à l'européenne. L'éducation aux États-Unis fait quand même pas mal débat et l'approche de l'école en France, l'importance qui est mise sur l'esprit critique, on l'a vu quand tu as interviewé les enfants, ils pensent, quoi. Donc c'est quelque chose qui attire aussi énormément les parents. Et pourtant, cette langue n'a eu longtemps d'autre choix que de se taire. En 1921, la Constitution de Louisiane la bannissait des écoles, rendant son enseignement illégal pour forcer l'assimilation des enfants cadiens et créoles. Et d'1 million de locuteurs dans les années 1960, le français n'en compte plus que 200 000 aujourd'hui. Il y a un demi-siècle, parler français en Louisiane, c'était pas bien. Les gens étaient punis pour ça. Et du coup, il y a une génération qui n'a pas voulu transmettre le français à ses enfants. Et on voit aujourd'hui pas mal de familles, deuxième génération, voire troisième génération, qui essayent de reprendre, de se réapproprier cet héritage culturel, l'héritage de leur famille, et du coup, mettre leurs enfants dans des écoles d'immersion françaises. I grew up in a bilingual household. I identify with it, and it's a big part of me, how I grew up, the Cajun language, the Cajun culture. So it was so important to me that my kids speak, and also seeing my parents punished for speaking French and growing up embarrassed that they spoke French. And I think that for an American with a strong identity to the French language and culture, it was sad for me to see that part of our culture, I don't want to say killed, but kind of strangled out. It's important for me that my kids speak this language and can communicate and not only connect with the language, but connect with the world through the language. French is such a beautiful language, and it's a love language. And it's not just the way you act, it's the way you see things. C'est très intéressant parce que quand j'étais jeune et j'étais au lycée, il y avait 70 étudiants dans mon grade et il y avait 10 qui apprenaient le français. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai étudié le français, j'adorais le français. La question c'était pourquoi tu aimes le français? Pourquoi tu étudies le français? Pourquoi est-ce que c'est si fascinant? Et maintenant, la réponse est différente. Quand je dis aux amis ou aux voisins que mes enfants sont dans une école d'immersion, c'est « Oh, c'est cool! Est-ce que tu peux parler avec moi sur ça ?» Et en 2018, la Louisiane finissait par obtenir l'aval des autorités américaines pour intégrer l'Organisation internationale de la francophonie. Malgré l'ampleur des besoins financiers, cette reconnaissance irrigue entre autres les maisons d'édition louisianaises, dont certaines ont passé le cap des 100 titres originaux. Je pense à l'Alliance française, évidemment, je pense au CODOFIL, mais eux, c'est plus de manière indirecte en donnant la possibilité aux écoles d'avoir des enseignants qui viennent de France, l'Union française aussi qui travaille là-dessus, et puis on a des partenariats aussi avec des universités locales comme UNO, Tulane, qui sont toujours là pour soutenir, pour organiser des événements culturels, que ce soit littéraires ou que ce soit même dans le monde de l'art. Il y a des groupes de musique qui viennent de France de manière régulière, des auteurs, il y a des artistes en résidence avec le consul de France aussi, et la Villa Albertine. Donc il y a un vrai dynamisme culturel autour de la langue française, la francophonie. Alors lève la main si tu as au moins 5 mots corrects.
C'est intéressant pour moi un peu dans ce moment politique ici aux États-Unis qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent dans une éducation comme ça, plus mondiale. Alors, il y a un peu d'espoir, j'espère. Un espoir qui se prolonge désormais vers le secondaire. En projetant l'ouverture d'un lycée, l'école bilingue de la Nouvelle-Orléans aspire à offrir un cycle complet à une langue qui, ici, ne se conjugue plus au souvenir. Vêtements, livres, jouets, c'était le moment de faire de bonnes affaires aujourd'hui. La mairie de Monaco a organisé une nouvelle braderie au parc Princesse Antoinette. Depuis 2013, ces vides-greniers permettent de lutter contre le gaspillage en donnant une seconde vie aux objets. Nouveauté cette année, un vide-chambre tenu par et à destination des jeunes. À noter que pour cet événement, les résidents et les monégasques pouvaient réserver un stand gratuitement. L'heure était à la fête hier à l'école Saint-Charles. Les enseignants, les enfants et leurs proches ont participé à la kermesse de l'établissement. Une soirée pour financer plus de sorties, plus de matériel et plus de projets. Au programme, des stands gourmands, des stands de maquillage et bien sûr des stands de jeux. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, les prévisions météo de Marie Bonnet-Blanc. Ce sera juste après les photos de fin de JT. Les plus beaux toutous de l'exposition canine ont pris la pause aujourd'hui devant l'objectif Dead Right. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Bonsoir à tous. Demain, le ciel sera gris avec quelques faibles averses. Dans l'après-midi, le temps devrait s'améliorer. Le ciel se dégagera progressivement pour laisser place à de belles éclaircies. Côté température, il fera 16 degrés le matin et jusqu'à 17 dans l'après-midi. En ce 10 mai, nous célébrerons la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. Nous souhaiterons également une très belle fête à toutes les Solanges.